Ce programme vous est offert par Illico Cash. En justice, le ministère des Affaires sociales rentre dans ses droits. Le ministère de Justice lui a rétrocédé un de ses terrains occupés illégalement dans la commune de Limete au quartier Funa. Sondage Le Point sur les 50 personnalités qui ont marqué l'année 2024 et parmi les nominés, Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, et la journaliste Arlette Boutella. Avec ces statistiques, cela démontre que dans le secteur des médias, Télé 50 reste toujours au podium des médias le plus suivis en RDC. Nouveau journal sur Télé 50. Merci de votre fidélité. Après plusieurs années d'occupation illégale d'un terrain spolié par les réseaux mafieux à Funa dans la commune de Limete, le ministre d'État en charge de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a restitué officiellement à la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, ce terrain qui servira à la construction des orphelinats, hommes des vieillards et des lieux des vulnérables. C'est un signal fort dans la lutte contre la spoliation des biens publics. Un plaidoyer mené par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, auprès du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui a procédé à la restitution officielle d'un terrain appartenant au ministère des Affaires sociales. Ce site situé dans les quartiers Funa, commune de Kalamou, avait été illégalement occupé pendant plusieurs années. Grâce à l'intervention de la ministre Nathalie Aziza Mounana, il a été remis au propriétaire légitime qui est l'État congolais. Pour les activités humanitaires du ministère des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana a été très émue et a salué le travail acharné du MINETA, qualifiant son action de véritable acte de justice en faveur des plus vulnérables. Aujourd'hui, je suis la maman la plus heureuse parce que cet espace, c'est pour les enfants orphelins de guerre. Donc, on a déjà un projet pour les enfants orphelins de guerre. Mais j'étais bloquée tant que je n'avais pas la justice avec moi, qu'aujourd'hui, ça fait partie du passé. Je ne peux que lui dire vraiment merci, et ça vient du fond de cœur. Et il y a des milliers d'enfants qui attendaient à ce que cette journée arrive pour qu'on commence les travaux. Le terrain restitué longtemps spolié par des réseaux mafieux servira désormais aux activités humanitaires essentielles du ministère des Affaires sociales. De son côté, Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la justice, a affirmé sa détermination à suivre à la lettre les directives du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption et la spoliation des biens publics. Il était donc question pour nous aujourd'hui de retourner le ministère des Affaires sociales dans ses droits, nous assurer sa réinstallation dans cette concession. Nous avons instruit, donné injonction à l'auditeur supérieur de Matiété pour ouvrir les enquêtes et poursuites contre tous les spoliateurs. À partir de demain, donc, tous les spoliateurs sont arrêtés et nous allons nous assurer qu'ils soient condamnés et transférés dans des prisons de haute sécurité parce que nous les considérons comme des grands criminels qui ternissent l'image de notre justice, qui ternissent l'image de notre pays, mais qui sèment surtout l'insécurité sociale. Avec des actions comme celle-ci, le gouvernement souminois démontre une fois de plus sa détermination à défendre les droits des institutions et des citoyens, consolidant ainsi les bases d'une République démocratique du Congo, juste, équitable derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a visité le siège national de la Croix-Rouge RDC. Sa visite s'inscrit dans l'objectif d'encourager les volontaires de la Croix-Rouge pour l'abnégation dans ce qu'ils font dans l'humanitaire. Elle a également promis de s'impliquer pour la finalisation de l'hôpital humanitaire. Jean-David Clément. Comment s'enquérir des conditions de travail des volontaires de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo? La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, aux côtés de l'ambassadrice de la Croix-Rouge, Liliane Temuningoy,
a fait son déplacement au siège de cette institution humanitaire où elle a été accueillie par le vice-président Gaston Nimou. Sur place, Nathalie Azizamounana a échangé avec les volontaires de la Croix-Rouge qu'elle a chaleureusement félicité pour le travail abattu. Et elle a par la même occasion encouragé Madame Violette Lakoulou, secouriste primée et médaillée dans la Légion humanitaire par la Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge RDC a fait part à la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire de l'état d'arrêt des travaux de l'hôpital humanitaire. Et anticipativement, la patronne du social a pris l'initiative de se déplacer sur les lieux, visiter l'endroit et d'y élaborer un rapport à la hiérarchie et à certains partenaires, ce qui a réjoui le vice-président et l'ambassadrice. Aujourd'hui, la Croix-Rouge de la RDC est très honorée et flattée de la visite éclair que vient de réaliser Madame Aziza, Nathalie, et nous sommes vraiment flattés de tout ce qu'elle nous a dit et nous espérons que dans un avenir très proche, on aura des actions palpables, à impact visible ici sur place. Je vois qu'en allant toquer à toutes les portes, il y a une porte qui nous a entendus et qui est venue visiter. Comme dans ses habitudes, bientôt 37 ans dans l'humanitaire, la ministre des Actions humanitaires promet son accompagnement et son appui à la Croix-Rouge RDC. Terminer cet immeuble qui va prendre 2 niveaux, ça sera un plus pour la population de Kintambo, pourquoi pas de la ville de Kinshasa. Et c'est ça mon objectif. Je crois que ça fait plusieurs années que ça traîne. On peut voir comment le gouvernement, à travers mon ministère, pourra devenir un appui pour qu'ils puissent se sentir accompagnés par le ministère des Affaires sociales. La promptitude, le réalisme et la vision sont les qualités reconnues à la ministre Nathalie Azizamounana, sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. En marge de la commémoration des 15 ans de la Convention de Kampala, le secrétaire général aux actions humanitaires et cluster protection sous la direction du ACR ont jugé nécessaire d'organiser une matinée d'échange avec la presse quinoise ce jeudi à l'hôtel Pullman en vue de faire le point sur l'état de lieu des déplacements forcés des populations en République démocratique du Congo. C'était à Pullman Hotel que s'est tenu ces cafés de presse entre la presse quinoise et les organismes internationaux. Au cœur de ces échanges, la RDC, qui est l'un des pays signataires de la Convention de l'Union africaine pour la protection et l'assistance des populations internes, dite Convention de Kampala. Les pays accusent un retard dans la domestication de cette convention par une loi interne. L'initiative tentée en 2024 n'avait pas abouti et une nouvelle dynamique pousse les autorités pour combler cette lacune. Au cours du deuxième semestre de 2024, 3 grands événements ont été mis sur l'agenda des États, la problématique de la protection des populations déplacées dans leur propre pays et les exigences pour leur implication dans la résolution des problèmes vitaux de cette catégorie de populations. C'est important de rappeler à votre attention que la République démocratique du Congo, qui compte actuellement environ 6,3 millions de personnes déplacées internes sur son sol, a parachevé le processus de ratification de cette convention de Kampala à travers le dépôt de l'instrument de ratification au siège de l'Union africaine au mois de février 2022. Cela témoigne de l'engagement du gouvernement pour la protection et le bien-être de cette frange de la population congolaise. Au cours de cet événement, il s'est dégagé un constat sur les faits que les actions menées ne sont pas connues par tous et qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour impliquer toutes les forces vives pour améliorer la protection et la prise en charge locale des populations déplacées internes et les solutions durables dans les cadres de la gestion des déplacements prolongés.
Autre chose à présent, mandaté par le président de la République, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa, a effectué le déplacement de Kalemi dans le Tanganyika où il est allé inspecter les conditions de travail des compatriotes œuvrant dans la cimenterie de Grand Lac. Suivez. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ce mercredi 18 décembre sur Kalemi et Kabimba n'ont pas eu raison de la témérité d'Ephraim Akwakwa, envoyé spécial de Félix Tshisekedi et du gouvernement congolais dans la région. Tôt le matin, le ministre de l'Emploi et du Travail et toute la délégation qui l'accompagne ont pris la direction des Kabimba, localité située à 60 km au nord de Kalemi Centre. Ici est érigée la cimenterie des Grands Lacs, tenue par des Chinois, une entreprise qui produit 3500 tonnes de ciment par jour. Après avoir visité les installations des GLC, Ephraim Akwakwa s'est imprégné de la situation des travailleurs et a donné des instructions formelles. Il y a des violations du Code du travail. Beaucoup d'emplois sont gérés par les sociétés de sous-traitance. Et il se pose un problème dans les soucis et dans l'obligation de respecter les ratios par la société GLC. Et nous avons instruit au directeur général de la société GLC d'engager carrément ces travailleurs congolais pour qu'ils aient des contrats avec la société GLC. Nous avons aussi rappelé le devoir de leurs obligations sociétales. C'est notamment la construction des centres de santé, la construction des écoles pour les enfants de leurs travailleurs, mais aussi, et le cas échéant, quand ils vont engager assez de Congolais, il faudrait aussi qu'ils construisent les camps pour les travailleurs. Le directeur général de la cimenterie des Grands Lacs déclare faire siennes les instructions du ministre Ephraim Akwakwa, celle de s'aligner derrière la vision du président de la République en matière de la création d'emplois au bénéfice des Congolais. Par ailleurs, le numéro 1 des GLC qualifie la visite du ministre de soutien et d'assistance du gouvernement de la RDC à son entreprise. Je le disais dans les titres, l'année 2024 s'est terminée avec une note positive. Selon le sondage réalisé par l'Institut Le Point, le directeur général de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, la journaliste politique Arlette Boutela, l'inspecteur général chef des services de l'IGF, Jules Alinguete, Doudou Fouamba, sont parmi les personnalités qui ont marqué l'année 2024. Dans le secteur des médias, Télé 50 reste toujours au podium des médias les plus suivis en République démocratique du Congo. Après presque 2 mois d'enquête sur terrain, l'Institut de sondage d'opinion, d'études des marchés et des médias Le Point a publié son sondage de décembre en mettant en lumière les 50 personnalités qui ont marqué l'année 2024 en RDC. Sans surprise, Jean-Marie Kassamba, directeur général de la télé et Radio 50, est resté au podium grâce à son professionnalisme à travers un management sans égal, matérialisé par la présentation des grandes tribunes de haute facture, notamment Club 50, JMK Today, JMK Rencontre, mais aussi son éditorial Où va le monde. Sa journaliste politique, Arlette Boutela, femme extraordinaire, excellente, exceptionnelle, prodigieuse, sublime, magique, brillante et remarquable à travers sa fait débat, a été aussi placée au podium. Parmi les mandataires, Jules Alinguete, inspecteur général de l'IGF, trône à la tête grâce à son engagement dans la lutte pour la transparence et la bonne gouvernance en RDC. L'homme a su imposer des réformes audacieuses et efficaces contribuant à la lutte contre la corruption aujourd'hui saluée par tous. Parmi les gouverneurs, Jacques Kiaboula a fait la différence grâce à un effort considérable dans la reconstruction et la gouvernance transparente de sa province. Parmi les membres du gouvernement, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a été plébiscité par l'opinion, l'un des meilleurs ministres qui a su imposer des réformes qui donnent déjà des résultats escomptés. Dans les secteurs du genre, Zaina Johanna, figure de proue, est une femme d'exception qui est montée au podium parmi les rares femmes qui ont marqué l'année 2024. Sondage Le Point, réputé pour son impartialité, a également abordé les secteurs du sport avec le boxeur congolais Martin Bakolé qui a réalisé des prouesses remarquables dans le monde, faisant ainsi la fierté de la République démocratique du Congo.
La situation chaotique que Kinshasa connaît actuellement n'est pas une fatalité, mais un défi que nous pouvons relever ensemble. Propos de Daniel Bumba lors d'une réunion de travail avec les bourgmestres, les présidents des conseils communaux et les commissariats urbains de la police. Le gouverneur de la ville invite ces derniers à assumer pleinement leurs responsabilités pour que Kinshasa retrouve son lustre datant. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a réuni le mercredi 8 décembre 2024 les bourgmestres, les présidents des conseils communaux et les commandants des commissariats urbains de la police qu'il a invités, chacun dans sa sphère de responsabilité, à assumer pleinement ses responsabilités. La vision que je porte, je pense que vous êtes le courroie, parce que vous êtes l'interface à être justement en contact avec la population aussi. Si nous n'avons pas cette synergie-là, je pense qu'on ne va pas atteindre l'objectif voulu. Parce que parmi nos grands défis, c'est justement l'assainissement. Notre ville, c'est dans le chaos. Notre ville ne donne pas encore l'image que nous voulons justement. Alors moi, dans le programme que je présentais, que vous savez tous, Kinshasa Ezobonga, c'est ancré, ça comme fondement, ça comme pilier, ces engagements. Ça nécessite une implication réelle, raison pour laquelle je viens voulu que nous soyons regroupés ici, vous qui êtes dans l'exécutif, dans la gestion au quotidien de nos communes. J'ai bien voulu aussi que les représentants des assemblées réunies ici, conseil municipal au travers de leur président, soient présents, mais également la force qu'incarne la police, parce que c'est un outil à votre disposition ou à notre disposition pour pouvoir organiser les choses. Mobilisateur, le premier citoyen de la ville, Daniel Bumba, a conclu la rencontre sur un ton optimiste. Le chemin est ardu, mais avec la volonté et la responsabilité de tous, nous pouvons transformer Kinshasa en un exemple pour toute la nation. Après les hommages de la République, la dépouille de l'ancien gouverneur de Kisangani a été ramenée dans la province de l'Ituri. Sur place, la questeure adjointe de l'Assemblée nationale, Grace Nehema, qui reconnaît en lui un homme et grande figure de l'espace grand oriental, lui a rendu les derniers hommages à Aru, où il a été mis en terre ce jeudi. Le corps de l'ancien gouverneur de la province orientale, Medar Aouchai Asinga, a été mis en terre jeudi 19 décembre 2024 à Aru, son territoire d'origine. Ceci après le réseau funèbre organisé quant à ce à l'église C-Cavin de Agnan devant plusieurs personnalités venues de partout pour la circonstance. L'Assemblée nationale a été représentée par le questeur adjoint, Madame Grace Nehema Payi Nigné, élu du territoire d'Ango, province du Haut-Uélé, l'unique représentant de la Grande Orientale au bureau du Parlement. Prenant la parole pour la circonstance bien avant d'aller déposer sa gerbe de fleurs, Grace Payi Nigné, très touchée par cette perte d'un grand baobab, l'arbre de la paix, Medar Aouchai Asinga, cette dernière a vanté les mérites de l'illustre disparu. Fidèle à lui-même, constant dans sa conviction, Papa Medar s'en est donc allé comme il a vécu, humblement. Toujours avec cette rage de craindre, de vaincre plutôt les adversités qui les caractérisent si bien. On le savait souffrant depuis quelque temps, mais tirant sa force dans sa pudeur habituelle, jamais il ne s'était plaint de sa maladie. Avant de rendre les hommages les plus mérités au chef de l'État, ainsi que sa reconnaissance, l'amour de sa population pour avoir honoré la province orientale en prenant en charge les obsèques de Medar Aouchai Asinga. Ici représenté par notre frère, nous voulons simplement dire que le Seigneur bénisse son excellence, que sa grâce l'accompagne. Nous, fils et filles de la Grande Orientale, nous sommes très satisfaits. Signalons que, à son arrivée à l'aéroport d'Aru, Madame la questeure adjointe de l'Assemblée nationale a été chaleureusement accueillie par la population de ces coins, venue lui témoigner son attachement pour son sens d'écoute. Parlant réforme constitutionnelle, l'Union sacrée de la Nation continue sa mobilisation. Le secrétaire permanent de cette plateforme a sensibilisé ce jeudi les élus de l'espace Grand Katanga. Autour du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, André Mbata, les différents élus de l'espace Grand Katanga, membres de la famille politique du chef de l'État. Au centre des échanges, la question brûlante de la réforme constitutionnelle portée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Dans son mot, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale a relevé l'importance de cet échange en invitant les élus de l'Union sacrée qui entament déjà leurs vacances parlementaires à porter haut le projet de changement de la Constitution tel que voulu par le président de la République. C'est un motif de joie de recevoir les députés, les honorables députés et sénateurs, membres de l'espace Grand Katanga. Vous savez, nous sommes ici au siège de l'Union sacrée de la Nation, la plateforme initiée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Ils sont venus à leur maison, ils sont venus chez eux pour qu'on puisse échanger sur des questions qui touchent à l'Union sacrée et toutes les autres questions qui intéressent notre famille politique. Donc mon mot, c'est qu'il était important de les recevoir avant qu'ils aillent en vacances. Message capté 5 sur 5 par les concernés, comme le confirme le président du caucus des députés du Grand Katanga, l'honorable John Banza. Au niveau des parlementaires du Grand Katanga, nous allons poursuivre ces réflexions, nous allons poursuivre ces échanges avec le secrétariat permanent de l'Union sacrée qui coordonne les activités de la grande famille. Et donc lorsque nous allons descendre, nous allons porter ces messages auprès de la population. Il faut noter que la dite rencontre a été rehaussée de la présence de la questeur de l'Assemblée nationale, Chimène Lunda Polipoli. Pour l'efficacité sur terrain, des t-shirts et pannes avec l'effigie du chef de l'État ont été remis à ces députés de l'Union sacrée. Et ce sujet de la modification au changement de la Constitution a également été en étude au sein du parti politique Congo Espoir. Le rapport final a été remis à l'autorité morale du parti, José Mpanda, qui, à son tour, le donnera aux autorités de l'Union sacrée. 3 jours ont été suffisants pour clore le travail bien fait par la commission interdisciplinaire du parti politique Congo Espoir sur la révision de la Constitution telle que prônée par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ces travaux ont permis à la commission interdisciplinaire d'accoucher de grandes lignes. Primo, la modification de la Constitution. Secundo, le changement de celle-ci. Après la lecture du rapport final par le chef de la commission, ce dernier a remis au secrétaire général du parti, Bob Ditend, qui à son tour le remettra à l'autorité morale du parti. Nous, Congo Espoir, on est membre de l'Union sacrée de la Nation et on reste dans la vision du président de la République. Il a donné une réflexion de la révision de la Constitution, du changement de la Constitution. Nous restons dans cette vision-là. Je voudrais que vous soyez sur vos gardes pour que lors de cette grande commission interministérielle qui va se réunir, interdisciplinaire, je voudrais dire, qui va se réunir l'année prochaine, que Congo Espoir puisse participer activement. Un document que le sénateur José Panda Kabangu va présenter à l'équipe dirigeante de l'Union sacrée de la Nation. L'autorité morale de Congo Espoir a félicité le secrétaire général Bob Ditend ainsi que tous les cadres pour le travail abattu et les a exhortés à continuer de témoigner un soutien sans faille au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa lutte pour le bien-être du peuple congolais. Le projet de stabilisation et de relèvement de l'Est a mené une mission cruciale dans le territoire de Fizi. L'équipe de la coordination provinciale du SAREST du Sud Kivu a bravé de nombreux obstacles pour sensibiliser la communauté et identifier les infrastructures de base à construire. Cette mission dirigée par le professeur Jean-Claude Moubalama a recueilli les besoins prioritaires en réhabilitation des marchés, écoles, centres de santé et des salles polyvalentes. Sous la direction éclairée de Madame Mokapinga Brigitte, coordonnateur général du projet de stabilisation et relèvement de l'Est au Star Est, l'équipe de la coordination provinciale du Star Est Sud Kivu vient de réaliser une mission de sensibilisation communautaire et d'identification des infrastructures de base à construire dans les territoires des Fizi, bravant tous les obstacles jonchant la route ocumène à destination. Cette mission s'inscrit dans la suite de celles réalisées précédemment dans la même optique dans les territoires des Kalehe et des Mwenga.
Le professeur Jean-Claude Moubalamazibona, coordonnateur provincial du projet Star Est au Sud Kivu, qui a conduit l'équipe, a expliqué comme suit l'économie du projet ainsi que l'objectif de la mission. Nous avons expliqué aux communautés les sens, les objectifs de notre projet et nous leur avons demandé les besoins prioritaires en termes d'infrastructures que ces communautés souhaitent voir les Star Est construire pour eux. Nous sommes au 8e groupement depuis que nous avons commencé ce travail de sensibilisation et d'identification des IDB. Les besoins prioritaires en infrastructures socio-économiques exprimés par les communautés dans un élan démocratique ont essentiellement porté sur la réhabilitation des marchés, des écoles, des centres de santé et des salles polyvalentes. Nous sommes tellement joyeux par rapport à notre projet de la construction du TAC comme notre école ancienne et l'école. Ces infrastructures sont essentielles pour favoriser le développement économique, améliorer l'accès à l'éducation, garantir des soins de santé de qualité et offrir des espaces de rassemblement communautaire et de promotion culturelle. La réalisation de ces infrastructures permettra de contribuer significativement au relèvement des communautés concernées. La participation active des communautés locales et leur appropriation du projet constituent les gages du succès et de pérennisation des activités envisagées. L'année 2025 sera décisive pour la concrétisation de ces projets avec la collaboration étroite des autorités provinciales et locales, les communautés et le partenaire du développement. Échanger avec toutes les parties prenantes au rapport initiative pour la transparence des industries extractives et recueillir leurs améliorations à verser dans le rapport final qui a publié d'ici le 31 décembre 2024. Voilà entre autres les objectifs de l'atelier d'amélioration du projet du rapport ITIE RDC 2022 Pôle du Sud Kivu ouvert ce jeudi dans la ville de Bukavu. Pendant 3 jours, les entreprises, institutions publiques et la société civile vont donner leur contribution pour arriver à produire un rapport conforme. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet financé par la Banque mondiale. Toutes les parties prenantes au rapport ITIE RDC, dont les représentants des institutions publiques, entreprises et sociétés civiles, sont en atelier à l'hôtel Horizon de Bukavu pour l'amélioration du projet des rapports ITIE 2022 Pôle du Sud Kivu. Caleb Bonimukadi, expert technique à l'ITIE RDC, précise que pendant 3 jours, ce rapport sera bien analysé pour son amélioration. Aujourd'hui, nous tenons un atelier de 3 jours dans la ville de Bukavu pour discuter et échanger avec les parties prenantes sur le contenu des rapports et recueillir leurs améliorations qui seront versées dans le rapport final à publier. L'importance de ce rapport, d'abord, c'est que le peuple, la population, les citoyens congolais qui est propriétaire des ressources naturelles a besoin de savoir pour chaque exercice fiscal comment le secteur extractif s'est comporté, quels sont les acteurs, quels sont les paiements qui ont été effectués par les entreprises à toutes les structures de l'État, mais aussi quels sont les paiements que les entreprises ont fait de manière individuelle à chaque structure de l'État. C'est le directeur de cabinet du ministre provincial des Mines du Sud Kivu qui a ouvert cet atelier. Je salue les étapes déjà accomplies, telles que les ateliers de collecte des données et l'accompagnement des parties prenantes jusqu'ici. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'échanger sur les améliorations proposées par chacun d'entre vous afin de garantir la qualité et la fiabilité des informations contenues dans les rapports finaux qui sera publié d'ici le 31 décembre 2024. Notons que ce projet du gouvernement congolais est mis en œuvre dans le cadre du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de gestion des dépenses, projet encore en sigle financé par IDA Bank. Et dans le reste de l'actualité, soutenance de la thèse en vue de l'obtention du grade de doctorat en théologie. C'est avec mention grande distinction que le professeur Honoré Rivière Kanonga a convaincu le membre du jury. C'était à l'université protestante du Congo.
Au titre, les réformes centripètes, chez Jean Chrysostome, piste pour les renouveaux d'un christianisme en déliquescence, les récipiendaires Honoré Rivière Kanonga Ngoya Sanza a brillamment défendu sa thèse face à une assistance en soif de la connaissance, membre du jury en présence du directeur de l'Université protestante du Congo et autres collègues professeurs. Cette recherche désire répondre à quelques questions de fond. Pour la principale, quelles étaient à la base les réalités qui déterminaient Jean Chrysostome aux réformes centripètes, aussi urgentes et drastiques? La prise de parole à tour de rôle pour les questions, remarques et ajouts, Honoré Rivière Kanonga a bien maîtrisé sa soutenance à la satisfaction des participants. À l'heure de la délibération, c'est avec mention grande satisfaction qu'Honoré Rivière Kanonga est désormais docteur en théologie. Rivière Kanonga Ngoya Sanza a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. Conférons au candidat présidé le grade de docteur en théologie. Une thèse qui apporte plusieurs solutions et recommandations dans la notion du christianisme pour les biens du pays. Vous savez, le christianisme chez nous en RDC est en crise. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais l'agir collectif ne prouve pas que réellement nous sommes ce que nous devions être. Et le pays même est en difficulté, la société est en difficulté, les choses ne marchent pas. Et quand vous regardez bien, la principale cause, c'est que le christianisme n'a pas pu intégrer les valeurs chrétiennes. C'est pourquoi nous avons, préféré recommander à l'Église et à l'État l'appropriation des réformes centripètes, ça veut dire des réformes qui tournent les chrétiens vers l'agir de Christ. C'est dans une ambiance bon enfant que cette soutenance s'est clôturée. Et pour terminer, célébration de la première proclamation officielle au Collège La Bonté pour les sections maternelles et primaires pour le premier trimestre de cette année scolaire. C'était en présence du couple promoteur Bonté et Anne-Marie Amissi à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. C'est le style d'ambiance qui a régné au sein des collèges La Bonté 1, 2 et 3 jeudi dernier. Le couple promoteur Bonté Amissi et Anne-Marie Amissi ont choisi les collèges La Bonté 3 pour célébrer cette première proclamation officielle pour les sections maternelles, primaires, pour les comptes du premier trimestre scolaire, la première pour les collèges La Bonté 3 qui a sa première année d'existence. Prenant la parole, le promoteur, vêtu de sa casquette de pasteur, a avant toute chose exhorté l'assistance dans la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 25, 14 à 28. Le prédicateur a aussi insisté sur les bilans de tout un chacun à faire à la fin de cette année. Place aux festivités, d'abord avec l'exposition des élèves de la première et deuxième année en coupe et couture, puis la musique et autres. Arrive enfin la proclamation dans une ambiance remplie de joie et d'émotions de parents, sanctionnée par la remise des cadeaux aux lauréats. Les collèges La Bonté restent l'école idéale des enfants, car dès la maternelle, ils apprennent l'anglais. On va prendre le rappel des titres. En justice, le ministère des Affaires sociales rentre dans ses droits. Le ministère de Justice lui a rétrocédé un de ses terrains occupés illégalement dans la commune de Limité au quartier Funa. Sondage Le Point sur les 50 personnalités qui ont marqué l'année 2024 et parmi les nominés, Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50 et la journaliste Arlette Boutella. Avec ces statistiques, cela démontre que dans le secteur des médias, Télé 50 reste toujours au podium des médias les plus suivis en République démocratique du Congo. Et c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi, mesdames, messieurs. Votre fidélité nous honore.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Le Fonds forestier national a appris avec étonnement et amertume sur les ondes de Top Congo lors des éditions du journal de 18 décembre 2024, des 21h à 22h et jeudi 19 décembre 2024, des 6h à 7h, des allégations non seulement fallacieuses qu'est fantaisistes attribuées à un prétendu cadre du Fonds forestier national non neutrement identifié, Coco Bikina, au sujet d'un présumé détournement de fonds. La direction générale constate malheureusement que la radio Top Congo a préféré vérifier les dites allégations auprès du président du conseil d'administration que plutôt de l'approcher en vue d'authentifier les propos susvisés ainsi que l'identité de la personne interviewée par elle. D'après les dispositions du chapitre 2, section 1 et 2 de la loi numéro 08/009 du 17 juillet 2018 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, c'est la direction générale du fonds qui a la charge de gérer au quotidien le Fonds forestier national qui est en possession des données requises pour vérifier non seulement si la personne interviewée est cadre ou agent du fonds et pour établir la vérité sur ces dites allégations. De ce qui précède, la direction générale note ce qui suit. Le concerné n'est pas cadre du Fonds forestier national car il n'est pas repris dans les listings de son personnel, ni des paies et encore moins sur les listes des présences au lieu du travail. Au sujet du dossier des 170 projets de reboisement financés, il est clair de rappeler que cela s'est fait dans le cadre du programme présidentiel dénommé Jardin scolaire pour planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 et dont un rapport de son Excellence Madame le ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, avait recueilli le satisfecit de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, quant à ce. Le Fonds forestier national se réserve donc le droit de saisir la justice pour obtenir des éclaircissements auprès de la radio Top Congo et d'autre part traduire les éventuels auteurs de cette énième manipulation devant les instances judiciaires appropriées pour des enquêtes indiquées. Fait à Kinshasa le 19 décembre 2024, la direction générale.